Aujourd'hui à Jeanne Culture, on rencontre Jean-Guy Brière, passionné de patrimoine religieux et collectionneur de crèches de Noël. On va le voir dans sa maison à Donnacona. Monsieur Brière, vous êtes un vrai passionné du patrimoine, surtout du patrimoine religieux. Donc, parlez-moi un peu de cette passion-là. Ça vient, d'où c'est né, comment on s'intéresse à ce patrimoine-là au Québec? Moi, quand j'étais jeune, j'aimais le théâtre. Puis, il n'y avait pas de télé. Ça n'existait pas. Alors, les crèches, pour moi, c'était mon théâtre. Et puis, je me souviens, j'ai regardé quel évangile qui relate la naissance du Christ. C'est Saint Luc. Et Saint Luc, dans sa description, c'est presque une pièce de théâtre. Il transpose la naissance du Christ dans le paysage. Les bergers passent la nuit dehors, dans les montagnes. Alors, puis là, moi, quand j'étais jeune, je partais là-dessus, puis je fabriquais des crèches. Vous en faisiez vous-même? C'est-à-dire que mes tantes, tout ça, me demandaient, parce que j'étais bricoleur, est-ce que tu peux venir me faire la crèche? Puis j'ai commencé aussi à faire la crèche avec le curé, avec lequel je m'adonnais bien parce que c'est un passionné de l'horticulture et des plantes. Moi, je me souviens qu'avant les messes, parce que je servais la messe, on parlait de plantes. Alors, c'est ça, je pense, la naissance de ça. Puis ça a toujours continué. Les grands-messes, puis les messes le dimanche, c'était comme une pièce de théâtre. Moi, je considérais ça comme ça. Effectivement. Puis il y avait de la musique. Puis la messe de Noël, la chorale chez nous, c'est une petite chorale de campagne. Vous venez de quelle région? Ah, mais du nord du comté de Portneuf. Et puis, je trouvais ça beau. Il y avait des messes en partie qui chantaient. Puis, alors, c'est à partir de ça. J'ai toujours adoré le théâtre. Puis, la musique. Alors, c'est pour ça. Tout ce qui venait avec cette scène-là. Tout de suite. Ah oui. Mais disons que le reste m'intéressait moins. Mais ça m'intéressait. J'avais du plaisir là-dedans. Disons que je me complaisais. Puis à l'époque, j'aimais le cinéma aussi. Alors, puis j'avais assez de mémoire pour retenir des grands bouts de dialogue dans les scènes de cow-boys que je regardais. Puis je trouvais ça absolument aberrant. Mes amis, ils ne retenaient rien. Le cinéma n'était pas accessible tant que ça quand j'étais petit. Mais je suis allé au cinéma jeune. Mes parents, parce que j'étais plus grand que les autres, m'avaient amené au cinéma voir un film. Et cette passion-là de la mise en scène s'est transformée éventuellement en une passion de la collection aussi pour ces crèches-là, pour ces enfants Jésus-là. Oui, mais ça, j'ai toujours ramassé des choses. Et les objets anciens vous intéressent? Oui, les objets, je pense, mais les objets anciens, mais c'est plutôt les objets. Les objets qui ont servi. Puis, on dirait que je tente de faire revivre ces objets-là, pas en m'en servant, mais en écrivant sur ces objets-là. Parce qu'à un moment donné, la mémoire oublie. Puis il y a beaucoup de choses. Un exemple, je me souviens, quand on fait visiter notre collection de crèches à Cap-Santé, la plupart des gens s'imaginent que les personnages de crèche, ça a toujours été. Mais à un moment donné, moi, en travaillant sur le dossier des écureuils, d'abord, je ne le savais pas, à quel moment ça avait commencé à exister dans l'histoire du Québec. Mais à un moment donné, je tombe sur les livres de contes, sur un curé que moi, j'ai adoré, parce qu'il écrivait d'une façon géniale. Il écrivait à la petite plume, puis il n'y avait pas de rature, puis il écrivait dans une langue absolument remarquable. À un moment donné, le 24 décembre
1865, je me souviens, il dit que, il écrit d'abord, qu'il vient d'acheter un enfant Jésus chez les Sœurs de la Charité de Québec, qui a payé tant, et qu'il l'a, aux premières vêpres ou dernières vêpres, en tout cas, peu importe, de la veille de Noël, il a installé l'enfant Jésus dans sa niche vitrée et j'ai acheté un petit cadenas de cuivre pour la fermer. Alors là, j'ai dit, quoi? Comment ça se fait? Une niche vitrée. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger là-dessus, sur les débuts des personnages de crèche au Québec. Est-ce que vous avez réussi à trouver cette niche-là? Pensez-vous? Non, je n'ai pas trouvé cette niche-là. Mais par contre, j'en ai trouvé, on en a trouvé 2, on en a trouvé 3. Mais là, je vais ouvrir une parenthèse. Mon arrière-grand-mère, Marie-Antoinette Turcotte, c'était une femme d'exception. Elle aussi, elle avait la passion des choses anciennes. Parce qu'à un moment donné, quand j'y allais, quand j'étais tout petit, il y avait sur un buffet que je ne pouvais pas atteindre une niche vitrée. Puis, elle appelait ça une chaise. Alors, elle dit, mon petit garçon, ça s'appelle une chaise. Puis là, moi, je lui ai demandé la permission pour monter sur une chaise pour pouvoir vraiment admirer le travail. C'est un travail absolument extraordinaire. La locomotive avait été faite dans tous les détails, avec la dorure, puis le rouge, puis tout ça, le vermillon, là. Puis après coup, quand je reviens à mon histoire de niche vitrée et de chaise, je me suis dit, mon arrière-grand-mère, elle a récupéré dans la paroisse la niche vitrée, puis ces garçons ont exécuté une maquette de la première locomotive. Et puis, c'est exactement ça, parce que la niche vitrée qu'on a trouvée, qui provient de Kakuna, elle est quasi identique. Alors, donc, l'histoire se répète. Ben oui, puis c'est pas, puis se recoupe aussi, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup comme l'histoire des niches vitrées ou des chaises. J'appelle ça une chaise parce que mon arrière-grand-mère m'a dit c'est une chaise. Puis, en tout cas, elle avait des lettres, la bonne femme. Et puis ces crèches-là, ces niches vitrées-là, les enfants Jésus que vous ramassez, vous les collectionnez d'un peu partout au Québec? Comment vous fonctionnez? Oui, c'est-à-dire qu'on a un seul enfant Jésus qui vient de France. C'est celui qu'on a retrouvé, en fait, l'été dernier, par hasard, sur Internet. Quand j'ai vu ça, j'ai dit hey, c'est extraordinaire. D'abord, c'est un enfant Jésus de l'époque, c'est-à-dire de la fin du 17e, début du 18e. Puis je vais vous dire pourquoi. Je suis sûr que c'est un enfant Jésus d'époque. C'est qu'à un moment donné, j'ai appris une chose en le regardant pour la première fois des visus quand il est arrivé, c'est que cet enfant Jésus-là a la bouche ouverte et on voit un petit peu de sa langue. Et ça, à un moment donné, j'ai fait une recherche sur les corpus en ivoire et c'est une méthode utilisée par les ivoiriers, c'est-à-dire pour faire apparaître la langue du Christ, c'est-à-dire on ouvrait un peu la bouche avec un burin, on faisait comme un orifice, mais on ne pouvait pas sculpter une langue. Parce que, d'abord, c'est très dur à sculpter, l'ivoire. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un orifice dans le dos de la tête du Christ, puis on y plaçait comment je pourrais appeler ça, donc une cheville, avec au bout une langue sculptée, puis on l'ajustait. Puis sur l'enfant Jésus qu'on a trouvé à Lille, en France, c'est exactement la même chose. Moi, je ne pensais pas qu'à cette période-là, on le faisait aussi pour d'autres statues.
Ça, il faut dire que vous êtes très, très documenté. Vous êtes historien de l'art de formation. Non, pas du tout. Non, c'est Pas vous du êtes tout. enseignant, mais vous n'êtes pas. C'est quoi dans Non, non, votre moi formation? j'ai Pas historien de l'art. Non, non, moi Je sais que vous avez enseigné. Ah, vous avez enseigné l'histoire de l'art. Non, oui, oui, j'ai enseigné l'histoire de l'art par le biais de mon enseignement. Oui, c'est ça. Mais quand j'étais au collège, j'ai hésité longtemps avant de m'en aller en histoire. Alors, j'ai opté pour l'École des beaux-arts. Alors là, je suis allé à l'École des beaux-arts, j'ai fait toute l'École des beaux-arts avec, à la fin, pour la psychopédagogie, ça s'appelait, pour pouvoir enseigner. C'est comme ça. Mais j'ai hésité longtemps entre l'École des beaux-arts puis, en fait, la faculté d'histoire. Mais j'ai toujours, toujours adoré l'histoire. Je me souviens que j'étais au primaire, je ne sais pas quelle année, en 3e année qu'on commençait l'histoire du Canada. Ben là, moi, je pense qu'à Noël, je savais tout. Déjà, le petit manuel mince que j'ai conservé. Vous l'avez déjà lu? Je l'avais lu, puis à un moment donné, je le savais par cœur. Les dates je sais pas, moi, d'ouverture des grandes villes comme Québec, Trois-Rivières, Montréal, tout ça, je savais ça. Je l'ai sais moins maintenant aujourd'hui. Oui, ça s'oublie. Hein? Le disque dur a trop travaillé. C'est ça, donc vous êtes très, très informé. Vous faites beaucoup de lectures, vous écrivez aussi sur votre collection. J'écris beaucoup, oui. J'ai toujours écrit beaucoup. Mais j'ai un plaisir à écrire. J'écris encore avec ma plume, puis je transpose ça sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, j'ai moins de plaisir à écrire. J'écris des courriels, des choses comme ça, mais des choses qui restent, non. J'écris d'abord. Je fais comme un brouillon. Mais je trouve ça plaisant parce qu'à l'époque où j'ai étudié, on nous enseignait beaucoup à écrire, à organiser notre esprit. Ça, c'est un peu cartésien. J'avais d'excellents profs aussi, il faut le dire. Quand j'ai commencé à enseigner, j'essayais de les imiter parce que je trouvais qu'ils étaient... c'était des profs... C'était des beaux modèles. Oui, puis ils m'ont marqué. J'ai eu des grands profs. Puis ensuite, vous avez enseigné au secondaire. J'ai enseigné au secondaire par volonté. Par volonté. Parce que quand j'ai terminé à l'École des beaux-arts, j'avais un emploi à l'École des beaux-arts pour enseigner à l'université, puis ça ne me disait rien. Qu'est-ce que vous aimez chez les ados, chez les jeunes que vous avez enseigné? C'est d'abord, moi, le plaisir de transmettre l'information. Puis moi, j'ai toujours dit à mes élèves, l'école, là, pour apprendre, là, il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit agréable. On n'apprend jamais dans la misère, puis la dureté. On peut pas, c'est pas un bon apprentissage. Mais quand c'est plaisant, quand c'est agréable, on retient tout. Alors, moi, dans ma classe, je n'ai pas toujours réussi, là, mais j'ai tenté ça. Puis, mes profs, quand ils m'enseignaient, j'en ai eu des pas bons, là, j'en ai eu des moins agréables. Puis, mais je ne me souviens pas d'eux. Je me souviens uniquement de ceux qui m'ont marqué dans le sens qui m'ont fait aimer l'école. Oui, qui vous ont servi de modèle aussi pour votre enseignement, j'imagine. Oui. Et puis, à un moment donné, sans doute pour la recherche aussi. En tout cas, c'est sûr. Et puis, votre travail avec aux écureuils, ce que vous avez fait avec l'Église des écureuils, lorsqu'elle a été désacralisée, vous avez joué un rôle assez important en ce sens où vous avez travaillé sur le déménagement des pièces du patrimoine religieux à l'église de Donnacona. Donc, pouvez-vous parler un peu de tout ce processus-là sur plusieurs années? En 90 ou en 91, on m'a demandé... J'ai appris qu'on voulait faire un genre de petit fascicule de 5-6 pages sur l'histoire de la paroisse. Alors moi, j'ai dit, je pourrais peut-être le faire, en autant qu'on me donne accès au livre de comptes, puis aux archives de la paroisse. Effectivement,
on m'a donné accès, le curé de l'époque, Clément No, le samedi matin, à 9 h, il venait ouvrir les archives. Puis, il y avait une dame du comité, Janine Godin, qui venait m'accompagner. Puis, un peu comme mon patron qui me surveillait, oui, ma patronne. Et puis, là, mais j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas c'est pas une caméra, c'est un appareil photo numérique. Ça n'existait pas. Donc, il fallait copier page, ligne par ligne. Alors, j'étais obligé de démonder, dans le sens de prendre ce que je pensais qui pouvait être intéressant. Alors, on a commencé comme ça. Puis j'en ai fait des pages et des pages, un gros cahier à nous. Alors, j'ai dit à Janine, ben là, ça n'a pas de bon sens, hein? Je vais écrire. Alors, si bien que ça c'est arrivé à la fin, c'est ça. 250 pages, je pense. Puis c'est là que c'est parti mon engouement pour le dossier de la paroisse des Écureuils. J'ai eu accès à toute la documentation, à toutes les archives. Alors, j'ai trouvé plein de choses. Quand l'appareil photo numérique est arrivé, je jouais au golf avec le président de l'Assemblée des Marguilliers, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens pas, là, Gilbert Valboncoeur. Puis j'ai demandé à Gilbert, j'ai dit, pourrais-tu me donner la permission d'avoir accès aux archives de la paroisse pour pouvoir numériser le plus possible? Ah, il dit, ben oui. Puis il est allé à l'encontre de Marc Ouellette, l'évêque de l'époque, qui disait qu'il fallait fermer les archives à tout chercheur. Alors, c'est comme ça. Puis alors, quand est arrivée la grande aventure du démantèlement de l'église paroissiale de Saint-Jean-Baptiste, ben là, j'étais là avec plein d'informations. Alors, j'ai été en mesure de travailler avec Roger Bertrand, qui, lui, à un moment donné, a voulu créer un dossier sur les œuvres anciennes intéressantes de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Alors moi, là, c'était merveilleux pour moi. Là. Donc, c'était que les œuvres, vous la connaissez comme personne aussi, là. Ben, c'est ça. Vous avez fouillé les archives, vous avez regardé tous les éléments du décor intérieur, de l'architecture, des objets. Vous la connaissez par cœur. Je pourrais encore en découvrir. Parce qu'un édifice comme ça, qui n'a jamais passé au feu, qui a juste été réaménagé, puis on a reconstruit un autre bâtiment, puis on a déménagé tout ce qui était à l'intérieur dans la nouvelle église, il y a plein de choses là-dedans. Oui, ça date de quelle année, les écureuils? De 1742. Donc, on avait des objets, des éléments d'un peu de toutes les époques, finalement? Ah, ben oui! Moi, je me souviens que la première fois que j'ai ouvert les grands antiphonaires qui servaient à l'époque, puis les missels d'autel, puis qu'à un moment donné, je vois dans la page de garde d'un missel d'autel un court texte disant que c'était je ne me souviens plus si c'est monsieur, l'intendant Occard, en 1745, qui donne le premier missel d'autel pour l'Église. Puis c'était une édition du 17e siècle, mais on était en plein 18e, là, 1755 à peu près. Mais c'était une vieille édition. Puis, dans la page de garde, il écrivait qu'il avait remis ça à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Bel-Air, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Les Marguilliers, Gaétan, le curé, c'est eux qui ont décidé de transporter le mobilier liturgique de l'église des Écureuils dans l'église Sainte-Agnès. Moi, je ne suis pas intervenu du tout là-dedans. On était une équipe du tonnerre. Il y avait un ingénieur, il y avait un contracteur, puis il y avait un marguillier, puis Jean-Claude. C'était une équipe qui s'entendait à merveille. Moi, je dirais là, que
Je l'ai répété à peu près 3 ou 4 fois à Gaétan, le curé. J'ai dit, ça a été parmi les plus beaux moments de ma vie. Puis là, quand ça a fait 4 ou 5 fois, elle m'a dit, tu me l'as déjà dit. Oui, je le sais, je te l'ai déjà dit, mais ça a été extraordinaire. Les hôtels latéraux de 1875, ils ont la même conception que les hôtels latéraux du 17e siècle au Québec. Là. C'est tout par module. Puis c'est organisé comme ça en cas d'incendie. Si par hasard il y avait un incendie dans une église, ben, les modules des hôtels, du tabernacle principal, là, puis des hôtels latéraux, ben, c'était juste déposé sur le tombeau. C'était détachable. Ah, c'était... Donc, en cas de feu, on partait avec ça. Avec un module, puis c'est pas plus gros que ça, puis on part avec, c'est donc, tout. Pour les déménagements, c'est idéal. Ah, ben oui, pour l'idéal. C'est l'idéal. Alors, ça a été plus problématique pour le tabernacle du maître-autel, là, qui, lui, datait de ces époques, des années 1875 aussi, mais qui n'avait pas été conçu dans le même esprit. Sensiblement, mais avec des vis, puis des clous, puis des choses comme ça. Alors, ça a été assez problématique, mais ce qui est merveilleux, c'est que l'équipe, pas moi, là, c'est-à-dire l'ingénieur puis le contracteur, puis eux autres, ils ont trouvé une façon de transporter le tombeau. Un tombeau d'hôtel qui, je pense, fait 12 pieds par 8 pieds, indémontable. Ils ont trouvé un moyen de visser des roulettes en tout ça, puis de transporter ça avec une espèce de petite grue, puis d'un treuil électrique, puis de le sortir, puis de l'entrer dans l'église Sainte-Agnès. C'est une grande aventure. Ah, c'était une aventure merveilleuse. Ça vous a pris combien de temps, tout ça, ce déménagement, réaménagement? Je pense que ça a pris un bon 6 mois. Ah oui. Ah ben oui, parce qu'il y a eu toute la statuaire. Oui. Ça, j'ai aidé à en réparer, à en restaurer, parce qu'à un moment donné, il y a des minots qui ont été échappés. Puis, alors ça, j'ai trouvé ça paniquant légèrement, là, parce qu'à un moment donné, à 74 ans, tu n'as plus la même... habileté que dans ta tête, oui, mais dans tes mouvements, là, c'est pas comme à 30 ans et à 50 ans. Là. Alors ça a été plus pénible. Mais par contre, ça a été assez bien réussi. Là, puis c'est comme ça que presque tout le mobilier de l'ancienne église a été replacé dans l'église Sainte-Agnès. Et puis, au dire de plein de gens, mais ça, c'est Gaétan qui me le racontait. À un moment donné, Gaétan n'était pas là. Il est venu quelqu'un du diocèse vérifier le travail qui avait été fait. Il y a un suivi là, qui est fait. Ah, oui, ça a été vérifié. On ne déménage pas une église comme une maison. Là. On a des suivis. Oui, mais Gaétan, il dit, j'ai pas trop demandé de permission, mais il dit, on l'a fait. Alors, ils sont arrivés pour vérifier tout ça. Puis, semble-t-il que c'était parfait. Puis ça, là, je trouve que c'est le meilleur des salaires, hein, de se faire dire ça. Pour un bâtiment des années 1956 qui a été comme agrémenté par tout le véhicule de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, aller jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de bien à donner à la postérité. Oui, puis aux écureuils, on avait des pièces importantes, aussi de la statuaire. Là. Il y en a une, vous me racontiez que cette pièce-là a été exposée au musée à Ottawa. Ah oui, puis à travers le Canada. Oui, c'est ça. Donc, on avait des pièces importantes quand même. Oui. Moi, je dirais que le petit Saint-Jean-Baptiste de Jean Valin, qui a été fabriqué, en tout cas à la fin de 1748-50, à peu près dans ces années-là, c'est à peu près le summum de la sculpture de l'époque. C'est tout aussi beau que les Levasseur, puis les Baillarger, parce que le Saint-Jean-Baptiste a quasiment la pose de Louis XIV. Il
il est tout petit, hein? Il est à peu près de cette dimension-là. Puis, alors, le Musée des Beaux-Arts d'Ottawa l'a emprunté pour sa grande exposition sur du baroque au néoclassicisme. Ben, si je me souviens bien. Là. Mais il y a eu quand même une grande reconnaissance. Ah, ça a été une grande reconnaissance de ce patrimoine-là. Moi, j'ai dit à René Villeneuve, ce serait bien que l'œuvre revienne à Québec, au Musée des Beaux-Arts de Québec. Ah, il dit non, il dit on a dépensé 80 000 $ pour la restauration. Puis il dit, on tient à le garder. Correct. Alors, quand il y a eu le brouhaha dans l'église, le déménagement, puis tout ça, moi, j'ai dit à Roger Bertrand, il faudrait rapatrier l'œuvre. Alors, ça s'est fait sans problème. Vous avez rapatrié ça d'Ottawa? D'Ottawa. Ils sont venus le porter ici. Puis, donc, le fameux Saint-Jean-Baptiste est accessible à la population. On peut aller le voir à l'église? Non, il n'est pas exposé. Non, il n'est pas exposé. Il est conservé? Il est conservé à l'église. Parce que moi, je me souviens, j'avais dit à Gaétan, ça serait bien de l'exposer, d'exposer ça. Il dit non. Il dit, je vais te raconter. Il dit, moi, j'étais vicaire à la cathédrale. Puis il dit, à un moment donné, durant le soir, il y a quelqu'un qui s'est renfermé dans un confessionnal ou quelque chose d'autre. Et puis, le lendemain, durant la nuit, avec un X-Acto, il a découpé 2 ou 3 tableaux, puis il est parti avec. Puis il dit, moi, quand j'étais sur la Rive-Sud, à Saint-Flavien, dans ces coins-là, ben, il dit, à un moment donné, il y a des voleurs qui sont arrivés dans une église. Ils ont défoncé la porte avec une pépine, puis ils ont volé, puis ensuite, ils ont mis le feu à l'église. Alors, tu sais, c'est... Oui, donc il avait vraiment peur pour son église. Là. Ah ben, il avait peur, oui, parce qu'à un moment donné, on ne sait jamais. Alors, là, le Saint-Jean-Baptiste, il y a une photo du Saint-Jean-Baptiste que Jean-Claude a prise, puis qui est pas mal bonne. Qui est dans l'église. Qui démontre que cette collection-là appartient à la paroisse. Oui, puis quand il y a des événements spéciaux, on le sort. Vous pouvez le sortir. Ah oui, puis on le montre à la population. C'est ce qu'on a fait quand il y a eu une célébration. Merci beaucoup, Jean-Guy Brière. Merci de votre présence à l'émission et de votre implication dans la paroisse pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Je pense que c'est tout en votre honneur. Oui, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Qu'on est passionné. Bien, il n'y a pas juste la passion, il y a le plaisir aussi. Effectivement. Merci beaucoup.